Bienvenue sur e-Radio, bienvenue sur e-TV, bienvenue sur les réseaux E-Média Invest. Tout d'abord, bonne heureuse année à tous les Sénégalais, à tous les téléspectateurs, et à tous les auditeurs et à tous les lecteurs du groupe E-Média. Et merci. D'abord, bonne heureuse année aussi à l'équipe technique qui m'a accompagné, à mes deux invités, Amath Soumaré et Baye Diagne. Amath Soumaré, vous êtes le président du Centre africain de la nouvelle économie, président de la commission intelligence, économie, intelligence artificielle et nouvelle économie du MEDES. Nous sommes aussi avec Baye Ibrahima Diagne, qui est spécialiste en management, aussi membre du CNP, spécialisé aussi en économie. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Tout au long de cette émission, nous allons essayer d'analyser l'année 2019 sur les plans économiques, social, culturel et politique. Donc l'année 2019 s'achève. Baïdam, qu'est-ce qu'on peut retenir sur le plan économique de l'année 2019? Bon, merci Alassane. Je dirais que déjà en termes de projection, on est à 6,7 de croissance pour l'année 2019, ce qui est quand même appréciable. Sur le plan économique, ce qu'on peut retenir d'autre, nous en tout cas au niveau du secteur privé, ce qu'on a plus senti, c'est en termes de liquidité. Beaucoup d'entreprises, surtout au niveau des PME, PMI, et même des grandes, ont beaucoup souffert au niveau des délais de paiement, surtout les marchés avec l'État. Ça, quand même, c'est un indicateur à retenir pour l'année 2019. Donc, voilà, pour moi, les deux principaux événements qui m'ont marqué pour 2019. Amath Soumaré, les secteurs privés sénégalais dit avoir beaucoup souffert cette année pour faute de liquidité. La plupart d'entre eux ont des marchés de l'État, mais n'arrivaient pas à se faire payer. Et ce qui a eu un effet domino, parce que si le secteur privé n'est pas payé, il ne peut pas payer les employés. Et si les employés ne sont pas payés, l'argent ne circule pas. Et la dominante en 2019, quand on entend les Sénégalais lambda parler, c'est que l'argent ne circule pas. Pourquoi? C'est vrai que quand il y a une dette intérieure dans un pays, ça pose problème. Parce que la monnaie, donc, soit on le fait circuler ou on le thésaurise. Étant donné que donc, ce sont des agents économiques qui doivent travailler pour faire circuler l'argent, si l'argent ne rentre pas, on ne peut pas le faire circuler. C'est tout à fait normal, avec toutes les implications que ça a au niveau économique, au niveau des investissements, au niveau social et autres. C'est tout à fait normal. Donc, quand l'argent n'est pas là, quand l'investissement n'est pas là, il n'y a pas donc d'emploi, il n'y a pas donc d'emploi. Ça veut dire que quand vous avez des investissements à faire avec l'argent que vous gagnez, vous faites des investissements immobiliers, culturels ou autres, donc c'est de l'emploi qu'on va générer. Mais s'il n'y a pas d'emploi généré, c'est tout à fait normal que qu'on se retrouve dans une situation où donc des entreprises qui devaient avoir l'argent pour investir ne l'ont pas, que la situation devient exsangue. C'est tout à fait normal, hein? Donc c'est une situation normale parce qu'on ne fait pas de l'économie avec des yaka, on ne fait pas de l'économie avec des prévisions, mais on fait de l'économie avec du cash et avec de l'argent, des investissements. S'il n'y a pas d'investissement, c'est tout à fait normal que dans cette société, dans cette entreprise ou dans ce pays, donc qu'il y ait des problèmes donc, de retour au niveau de l'emploi, au niveau des investissements et au niveau des réalisations. Ça, des réalisations privées, donc on parle de privé, parce que si c'est des réalisations publiques, c'est autre chose. Parce qu'il faut distinguer le privé de la réalisation privée dont je parle. C'est vrai que le privé est un moteur, mais l'État aussi aujourd'hui devient un moteur, parce que l'État devient un moteur, parce que l'État peut avoir ses politiques d'investissement, de créer de l'emploi, de faire des investissements publics. Donc il y a l'investissement privé que les entreprises qui n'ont pas donc ce cash ne peuvent pas investir, ne peuvent pas générer d'emplois. Mais beaucoup parlent de taux de croissance de 6,7. Mais la plupart des Sénégalais lambda qu'on rencontre dans la rue, quand on parle de taux de croissance, demandent où est la croissance. Ils ne la sentent pas, ils ne la voient pas. Oui, je pense que ça c'est unanimement reconnu. Hein. Nous avons une croissance, le profil de la croissance au Sénégal et que nous avons une croissance qui n'est pas inclusive. Lorsque une économie crée des richesses, on doit se poser la question des secteurs qui créent cette croissance-là. Aujourd'hui, quand on regarde le Sénégal, il y a le BTP, l'agriculture, etc. Et en plus, vu que nous avons une économie extravertie,
la richesse créée, compte tenu du fait qu'on n'a pas d'industrie, qu'on n'a pas une structure d'une économie qui transforme, en fait, tout cet argent va à l'étranger pour des biens de consommation. Et donc, les revenus des ménages servent essentiellement à consommer, la location avec l'enrichissement des coûts. Les gens disent qu'ils ne voient pas l'argent parce que ça ne circule pas, parce que juste pour la consommation. Aujourd'hui, ce qui est constant, c'est qu'au niveau de notre économie, il faut carrément changer de paradigme, de telle sorte que cette croissance serve à la création de PMI, PME au Sénégal pour déjà être dans une logique d'industrialisation. C'est comme ça qu'on crée des emplois. Faire de la croissance ne veut pas dire forcément créer des emplois, ça dépend des secteurs. Et quand on voit la politique en fait, d'emploi au Sénégal, déjà au niveau de l'État, toutes les structures d'appui à la création des PME, et PMI au Sénégal, on a une politique qui est un peu floue parce que nous avons beaucoup de structures qui s'occupent de l'appui et donc on a une incohérence stratégique. Et en plus de ça, on n'a pas une logique de mutualisation des moyens pour créer de véritables structures, une bonne et grande pour s'occuper de la création des entreprises. De l'autre côté, également, je pense que l'État, au niveau aussi de la politique, de la définition de la politique de l'emploi, on n'a pas une vision claire de la définition d'une politique de l'emploi au Sénégal. Aujourd'hui, au niveau même du marché de l'emploi, on n'a pas un système d'information pour vraiment disséquer le marché de l'emploi, qui chôme, quels sont les niveaux d'études, etc. Pour permettre en fait au système de formation qu'il y ait une adaptation formation-emploi. Et après, on n'a pas aussi une connectivité assez claire entre le secteur privé et les pouvoirs publics pour définir les mécanismes de collaboration au niveau de l'emploi. Et enfin également le syndrome sénégalais qui revient toujours. Il y a 3 ou 4 structures qui s'occupent de la promotion de l'emploi, également incohérence stratégique à ce niveau-là, ce qui fait qu'il y a beaucoup de dispersion dans les politiques publiques. Du coup, l'emploi, pour moi, entre guillemets, comme je dis toujours, on voit beaucoup plus cet aspect folklorisation des politiques d'emploi, caravanes, etc. Aujourd'hui, il faut aller vers des politiques de territorialisation. Tout le monde ne peut pas avoir trouvé son emploi à Dakar. Les gens qui sont dans les régions aussi, c'est des Sénégalais. Ils ont envie d'apprendre et de vivre dans leur localité. Et je disais, il faut qu'on aille vers la création du statut de l'entreprise régionale. Lui conférer un statut avec un package d'avantages pour permettre à l'entreprise de se développer dans les régions. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais tout ça mériterait d'être mis en cohérence pour véritablement asseoir une politique d'emploi au Sénégal. Et pourtant, Abad Soubaré, l'État du Sénégal a dit dans son PSE que la transformation structurelle de l'économie est l'un de ses piliers. En 2019, on n'a pas vu beaucoup d'entreprises qui travaillent dans l'industrialisation, mise en place de transformation. On continue encore à exporter les produits du Sénégal à l'extérieur, ce qui veut dire exporter des emplois. Le noix d'acajou est exporté, la banque est exportée, pratiquement tout ce qu'on produit n'est pas transformé sur place. Est-ce que ce n'est pas une difficulté de mettre en place les théories et de les pratiquer réellement? Donc, vous savez que l'économie n'est pas un jeu de dominés très simple. Ce n'est pas des équations mathématiques 1 plus 1 égale 2. En économie, 1 plus 1 égale 4. Parce que vous avez des facteurs inconnus, des facteurs de l'environnement et autres qui font qu'il y a des choses qu'on ne peut pas donc, déterminer de façon donc, tangible. C'est ça qui fait donc, parfois ce quiproquo. Et
par rapport à cette truc de croissance, déjà, quand on parle, mais je dis que la croissance, tout le monde la voit. Je pense que moi, aujourd'hui au Sénégal, les gens qui disent qu'ils ne voient pas la croissance, c'est de la malhonnêteté. Parce que tout le monde sait que donc il y a des routes, tout le monde sait qu'ils n'avaient pas, comment ça s'appelle, l'autoroute, ça va vite. Les gens qui vont faire le Magal, ils voient la croissance. La croissance, c'est quoi? C'est la richesse d'un pays. Vous, aujourd'hui, votre croissance, c'est donc cette année-ci, combien vous avez gagné? Vous avez gagné hier 100 francs, aujourd'hui vous avez 1000 francs. La croissance, elle est là, donc on mesure votre richesse. C'est ça la richesse. Mais cette richesse-là... Est-ce que les Sénégalais vivent mieux? Non, mais j'ai dit que les Sénégalais... Ils se soignent mieux, ils vont à l'école comme il faut. Les Sénégalais, je pense personnellement, à mon humble avis, hein, je ne suis pas dans les histoires politiques, à mon humble avis, je pense que le Sénégalais donc, vit mieux. À mon humble avis, je pense qu'il vit mieux. Sur quelle base? Sur quelle base? Par exemple, je vois par exemple tout ce qui est l'accès à la santé qui est fait pour les mères, pour les enfants et autres. Et ce qu'il faut, les comparaisons qu'il faut éviter de faire, c'est de dire qu'en 1900 tel, on vivait mieux. En 1900 tel, on avait une population qui n'était pas aujourd'hui la population du Sénégal. Avec 100 francs que vous faisiez en 1960 et poussière, et ces 100 francs-là, ça ne représente rien aujourd'hui. Et c'est ça, cette comparaison qui dit que voilà, on vivait mieux au truc. Il faut faire attention parce que la masse de la population ne sont pas les mêmes. Quand on compare avec des variables qui sont similaires. Sinon, votre comparaison n'a pas de sens. Aujourd'hui, donc, je pense personnellement, à mon humble avis, que les 7% de croissance se justifient largement. On a aujourd'hui des moyens de communication qui sont rapides. On a à peu près, depuis Senghor à Ouad, à peu près 800 kilomètres aujourd'hui donc de routes qu'on avait de voies rapides. Aujourd'hui, on en est avec la route de Saint-Louis presque à 5000. Ouais, quand on dit que ça n'a rien à voir, moi ça m'étonne personnellement. Mais ça crée de l'emploi. Mais ça crée de l'emploi. Aujourd'hui encore, ça crée de l'emploi. D'aller en mer, mais ça crée de la migration. Non, le problème d'aller en mer, ça c'est autre chose. Mais ça crée de l'emploi. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas faire tous ces investissements de ces autoroutes. Quand vous vous quittez de 800 à 1000, à 5000, ça veut dire donc qu'il y a toujours donc des investissements qui sont faits. Parce que sinon, c'est pas possible. Ça ne sort pas. C'est pas la pluie qui apporte ça. Donc, vous voyez, je veux dire. Et lorsque vous voyez, dès qu'on met l'autoroute, dès qu'on met les routes, vous voyez tous les commerces, toutes les maisons qui viennent s'investir. Mais ça, c'est des emplois. Regardez l'autoroute là, il n'y avait rien du tout, c'était des champs. Mais dès qu'il y a l'autoroute ou les routes, tu vois toutes les maisons, les gens qui viennent investir, et il n'y a plus d'espace. Ouais, je veux dire, et tout ça, c'est de l'emploi quand même. Ce n'est pas le propriétaire de la maison qui vient faire sa maison toute seule. Il faut qu'on soit logique aussi dans le truc. Le problème, c'est que, donc, on est de plus en plus nombreux, on a de plus en plus d'exigences, on est dans une société où on a de plus en plus de besoins. Aujourd'hui, quelqu'un qui vivait avec 50 000, qui était très bien, aujourd'hui avec 50 000, il ne vit plus très bien parce qu'il a les médias ou autres qui lui attirent, qu'il lui faut le sapin, même s'il n'était pas musulman, il lui faut un sapin parce que les enfants vont à l'école, le truc, ils ont les amis. Donc, et c'est ça le problème, on est dans un contexte où ce que vous aviez avant, vous avez besoin de toujours plus. Et vous vivez que ce n'est pas assez. Vous avez aujourd'hui la télévision qui vous bombarde de publicité, vous devez acheter tel type de Getzner, tel type de truc, si vous êtes dans cette logique. Et les Getzner, ça ne coûte pas 10 francs. Vous voyez ce que ça veut dire? Votre femme, vos enfants, vos trucs, ce qui fait que vos revenus ne suffisent plus. Et le problème qui se pose, c'est ça. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on ne comprend pas cette notion de croissance et autres. Mais la croissance n'est rien d'autre que le 100 francs que vous avez aujourd'hui. Demain, vous avez besoin d'avoir 1000 francs pour avoir le même niveau de vie. Vous avez augmenté votre richesse personnelle. L'État, c'est comme ça, il augmente sa richesse personnelle. On leur dit donc son PIB. Mais notre problème à ce niveau, ici au Sénégal, les 6 ou 7%, aujourd'hui on devait être à 10 ou 11%. Parce qu'on a tellement de taux d'indiscipline dans ce pays qui fait que ça nous bouffe au minimum 3 à 4 points de PIB par année. 4 points de PIB par année, ça nous bouffe ça. Parce que ce sont des choses dont on perd dans la circulation, dans les trucs. On a de l'indiscipline généralisée qui font qu'aujourd'hui on perd minimum 3 ou 4 points de PIB par année à cause de cette indiscipline. Tous les pays que vous voyez qui ont des taux de croissance, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui sont disciplinés. L'exemple du Rwanda dont on parle tout le temps, partout, les gens sont disciplinés, ils travaillent. Et quand on travaille, qu'on est discipliné, on fait des résultats. Ici, c'est l'indiscipline généralisée. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Vous regardez la circulation, les gens ont les permis de conduire. On n'est pas en Grande-Bretagne, ils conduisent tous à gauche. Vous faites la remarque, tout le monde conduit à gauche. Ils roulent doucement à gauche, ils ne roulent pas à droite.
C'est comme si le permis de conduire, une fois qu'on fait ce qu'on veut. Ils ont les téléphones, ils ont les trucs, ils roulent à gauche, ils roulent à la voie rapide donc de la corniche. C'est une voie rapide, le gars qui roule à 20-30 heures tranquillement. Il crée des embouteillages qui ne sont pas des embouteillages. Mais c'est l'indiscipline qui est là. Parce que le problème qui se pose, c'est ça qu'il faut voir aussi au niveau de nos comportements. Oui, mais est-ce que cette discipline-là, ce n'est pas à l'État de donner le là? C'est à l'élite de montrer le bon exemple pour que les populations puissent suivre. Moi, je pense que l'indiscipline au Sénégal, pour la comprendre, le désordre, il faut revoir un peu le système de valeurs au Sénégal. Nous sommes dans une société où je n'hésiterai pas à parler de troubles identitaires. Parce qu'il y a un conflit entre les systèmes traditionnels et la modernité, avec un pouvoir, un État post-colonial complètement évanescent, qui n'est pas présent. Qui n'assume pas son rôle. Du coup, compte tenu du fait que nous sommes dans des sociétés, c'est très compliqué parce que nous sommes dans des logiques micro-communautaires, et ces logiques micro-communautaires font que il y a tout un problème lié en fait à des valeurs qui peuvent être soit récessives, soit dominantes en fonction du mode d'attribution du pouvoir. Il y a un jeu de pouvoir derrière. C'est pour cela qu'on a la résurgence d'identités religieuses, d'identités régionales, mais ça, c'est uniquement dans du but d'acquisition d'un pouvoir politique ou économique. Dans des intérêts bien précis. Des intérêts bien précis. Lobby. Et ce qui fait que, vous parlez tout à l'heure de bien vivre, comment vous l'appelez encore? De vivre ensemble. De vivre ensemble. Ce qui fait qu'il y a un danger qui nous guette, et ça rappelle le livre de Amin Malouf sur les identités meurtrières. Si on ne fait pas attention, on a une hypertrophie de ces identités particulières qui pousse naturellement vers une substantialisation de ces valeurs-là. C'est parce que je suis différent, je peux me permettre ça. Et donc du coup, si on ne va pas, tous ces particularismes dans ce pays-là, si on ne les gère pas, fatalement, on va vers le règne de chaque micro-communauté. C'est pour cela qu'il y a un outil formidable, une machine extraordinaire qui s'appelle la République. Et cette République-là doit mouler les citoyens, malgré leur diversité, dans un comportement citoyen. D'où l'importance, on va y revenir, de la construction d'une nouvelle citoyenneté. Moi, je disais tout le temps, je le disais quelque part, que le PSE, c'est 4 ou 5, je ne sais pas combien, piliers. Mais le premier pilier, c'est la construction de la citoyenneté. Du Sénégalais de 2035, on ne va pas le construire en 2035, on le construit maintenant. Déjà, maintenant. Maintenant, pour qu'on arrête de justifier nos comportements déviants par rapport à des insuffisances, par rapport à la culture, par rapport... Il n'y a pas une culture inefficace. Ce qui est efficace, ce qui est important, c'est de pouvoir extraire les valeurs culturelles efficaces d'un groupe. Parce qu'ici, on parle de solidarité, par exemple. Mais cette solidarité, dans le monde traditionnel, elle est inopérante aujourd'hui ici. Parce qu'il n'y a pas une continuation des significations sociales. Ce qui fait que être solidaire au village et être solidaire en ville, ce n'est pas pareil. C'est pas la même chose, ouais. Et donc, il y a toute une analyse, toute une archéologie à faire sur nous, parce que je pense qu'on ne se connaît pas, nous, assez. Il y a de bonnes valeurs ici, on peut les utiliser pour se développer, pour moi. Justement, est-ce qu'avec 2019, là, sur le plan économique, il y a des perspectives intéressantes? Parce que l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a peint le tableau de façon très sombre en disant que le Sénégal va vers des difficultés énormes. Parce que sur le plan économique, sur le plan de la croissance, pour lui, tout ce qui est avancé, c'est des chiffres qui sont falsifiés, qui sont faux. Moi, je vais faire la part sur deux choses. Quand vous avez des hommes politiques qui font certaines analyses, il faut le prendre avec beaucoup de mesures. Dans la mesure où l'honnêteté intellectuelle d'une personne qui est dans le combat politique n'est pas l'honnêteté d'une personne comme moi qui n'est pas dans le terrain politique. Donc, je réagis avec objectivité. Et quand on est dans le champ politique, parfois, les orientations, on les fait par rapport à sa culture et ses tendances politiques. Je pense personnellement
aujourd'hui, ce 2019 dont on parle, et par rapport à ce 2020, tout à l'heure, M. Diagne a parlé, par exemple, au niveau de 2019, la politique de l'emploi. Je regarde, par exemple, au niveau du MEDES, où je suis le président de la commission de trucs, depuis près de 16 ans. Près de 2 décennies, il y a le forum d'emploi des jeunes. Ce forum d'emploi des jeunes va prendre des jeunes qui se trouvent au fin fond, Kédougou, Matam et autres, qui ne sont jamais venus en ville, qui sont transportés gratuitement, logés gratuitement, nourris gratuitement, qui viennent, qu'on rencontre, ils rencontrent des chefs d'entreprise, des jeunes diplômés qui n'ont pas de perspective, qu'on fait rencontrer des chefs d'entreprise pour des perspectives d'emploi. On pouvait leur laisser dans leur village là-bas. Donc ils sont transportés, ils sont nourris, ils sont logés, on les fait donc ce matchmaking qu'ils puissent avoir des perspectives. C'est pas de goutte d'eau dans la mer. Non, j'ai dit que si chaque entité, en dépit des trucs patronaux, si chaque association ou autre le faisait, je pense que, donc je ne parle même pas au nom du MEDES, le MEDES le fait depuis près de 2 décennies maintenant, mais si chaque groupement, entité, association était préoccupé par le problème de l'emploi des jeunes, il faut s'en préoccuper, parce qu'on a dans un pays où on est dans un continent où on a presque 60 à 70 ans de jeunes, donc de moins de 30 ans, 70% de la population, ça c'est sérieux. Et vous avez beaucoup de jeunes qui sont hyper diplômés, qui ont 4 ou 5 masters. Le problème qui se pose, c'est que ces jeunes-là aujourd'hui ont un comportement qui n'est pas ce que M. Diagne a, moi, ce que j'ai, vous avez, parce que ce sont des jeunes qui sont impatients. Donc les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent tout de suite parce qu'ils ne comprennent pas qu'avant qu'on leur disait il fallait faire des études pour réussir, ils ont fait des études, ils sont à la maison, ils ne peuvent pas le comprendre. Donc ces jeunes-là donc, vivent dans un monde ouvert, un monde médiatique qui fait qu'aujourd'hui, ils tapent la porte une fois, vous n'ouvrez pas, ils tapent la porte 2 fois, vous n'ouvrez pas, la 3e fois, ils démontent la porte. Et c'est comme ça leur comportement, les gens ne comprennent pas, les adultes ne comprennent pas l'attitude de certains jeunes. Est-ce que c'est cette tendance-là qu'on va avoir en 2020 ou bien est-ce que l'État est capable aujourd'hui de changer sur le plan économique en 2020, de créer de l'emploi, de créer de la richesse encore davantage pour les Sénégalais? Je pense que... Est-ce que c'est une année difficile qu'on va vivre en 2020? Non, c'est difficile pour tout le monde, parce que quand on va vers l'inconnu, il y a toujours, comme je disais, en économie, 1 + 1 fait toujours 4. Il y a toujours des inconnus. Moi, personnellement, je pense que les inconnus, le fait, par exemple, de travailler dans l'économie, c'est de minorer les incertitudes. Le travail que nous faisons, nous, en intelligence économique, l'objectif de la maîtrise de l'information, on minore les incertitudes. Mais les incertitudes, il y en aura toujours. Mais on essaie de les minorer, de les rendre vraiment minimum pour pouvoir réussir ces projets. Personne ne vous dira que tel projet que je vais faire, je vais le réussir à 100%. Mais ce problème de territorialisation dont il a parlé, ça fait partie aujourd'hui des choses, donc de la façon de gérer, de la gouvernance surtout. C'est une façon on a un problème de gouvernance. La gouvernance du monde a changé. On ne gouverne plus les entités, les entreprises, on ne gouverne plus les États avec la gouvernance classique du top-down. Ça, c'est fini. C'est fini. Dans tous les pays du monde qui marchent, le top-down ne marche plus. On est dans le bottom-up. Et donc la territorialisation et la politique du bottom-up. On demande aux gens leurs préoccupations, ils viennent apporter les types de solutions qu'ils proposent, on essaie de le développer ensemble. Et chacun se sent concerné dans ce qui se fait. Mais si vous allez donc rester dans la politique du top-down, mercredi ou jeudi, on va faire conseil des ministres, on décrète. Vous n'êtes pas concerné par ce qui se passe. Lui, il n'est pas concerné, moi, je ne suis pas concerné. Ça veut dire qu'on vous dit, voilà ce que vous devez faire. Ça, c'est une façon de gérer le monde, dans le monde actuel, parce que nous sommes dans un monde d'information, où les gens sont devenus très informés et très intelligents. On ne gère pas des personnes, même dans l'entreprise, on ne gère pas un cadre dans une société de la connaissance comme on gérait un employé avant. Parce qu'avec les cadres, il faut beaucoup faire attention. Le rapport avec leur patron n'est pas le même. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le rapport de la société civile qui s'est devenue très informée avec les gouvernants ne doit plus être le même. Parce que sinon, ça va clasher. Oui. Baye, est-ce qu'en 2020, vous êtes optimiste que l'économie sénégalaise pourrait bouger ou bien que l'économie sénégalaise sera dans une situation difficile comme l'ont annoncé certains économistes sénégalais? Bon, avec une année qui se termine avec des coupures, avec des hausses du prix de l'électricité qui font qu'aujourd'hui beaucoup de Sénégalais sont dans la rue. Bon, je pense que si on parle de trésorerie, il est certain que l'État, en tout cas de ce que nous ressentons, traverse une période difficile.
Mais l'économie, ce n'est pas que la trésorerie. Les perspectives peuvent être bonnes. Les travaux vont être finis cette année, que ce soit le TR, etc. Oui, le TR est attendu jusqu'à présent, il bouge pas. En tout cas, moi, je suis optimiste par rapport à la livraison de cette TR d'ici quelques mois, franchement. Je suis optimiste et il y a d'autres projets qui, à mon avis, s'ils sont lancés, et même lancés, le BRT et tout ça est déjà lancé, tout ça, c'est quand même des grands travaux et exactement, c'est des sources d'emploi assez importantes. Bon, ça, c'est sur le côté emploi, mais également, j'ai vu le budget. Bon, le budget n'a pas énormément diminué de ce que j'ai vu dans la presse. Donc, des raisons d'être pessimiste, non. Je pense que l'histoire du déficit de trésorerie est passager et que probablement l'État trouvera des solutions pour surtout régler le problème de la dette intérieure qui est quand même importante. Ouais, sur le plan social aussi, 2019 a été une année assez compliquée pour les paysans. La preuve, cette année, ceux qui doivent vendre les arachides ont des problèmes. Ils sont obligés de vendre à des Chinois à un prix plus élevé que celui fixé par l'État du Sénégal. Les travailleurs de la Sonacos sont inquiets en disant que sur 15 000 tonnes qu'ils devaient avoir, ils ne sont qu'à 150 tonnes. Ils ont peur pour leurs emplois. Les syndicats, les enseignants projettent de sortir, de faire respecter les préavis de grève. Dans la santé aussi, ça a bougé. Et les gens projettent de bouger en disant que les engagements que l'État a pris vis-à-vis des syndicats ne sont pas respectés. Est-ce que 2019 a été une année pénible socialement? Oui. Socialement, donc c'est normalement, quand il y a ces problèmes économiques, c'est normalement qu'il y a une incidence sur le social. Par rapport au problème de l'arachide, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Les agriculteurs veulent être subventionnés avec l'argent public. Je précise, avec l'argent public. OK, l'État prend l'argent public, les subventionne avec des engrais. Quand l'État n'a rien à dire, eux, ils achètent leur propre engrais, ils font leur problème donc de production, ils vendent comme ils veulent, quand ils veulent. L'État n'a pas son mot à dire dedans. Si l'État va jusqu'à fixer des tarifs, ça veut dire l'État s'est donné la prérogative parce qu'il a investi, en quelque sorte, dans cette production d'arachide dont vous parlez. Donc, ça veut dire l'État étant investi, les encadrer, il s'est dit maintenant, par rapport à nos productions, par rapport à un truc, on fixe le prix. Mais si vous pensez que ces agriculteurs ont pris leur propre argent, qu'ils vont acheter leurs engrais, qu'ils vont acheter leurs semis, qu'ils ont fait leur production, l'État ne va pas leur dire vous le vendez à 100 francs ou 200 francs. Ils vendent à qui leur présentera le truc. Le taux de 210 qui est firmé par l'État. Les Chinois aujourd'hui, du fait qu'ils veulent de la production, ils sont prêts à dépenser 300 ou 350. Les gens ne vont pas mettre cet argent, leur production, dans les sécos pour pouvoir le vendre à 210. C'est tout à fait normal. Le problème maintenant qu'il faut faire, c'est de se dire, est-ce qu'on va donner des subventions, des trucs publics à des gens donc, qui ont assez de cash pour pouvoir s'autofinancer tout seuls. Ils peuvent vendre à 400, à 500 au lieu de 210 s'ils veulent, c'est leur problème. Mais maintenant, il ne faut plus maintenant que l'État subventionne donc ces gens qui ont les capacités de financement ou de trésorerie pour pouvoir prendre leur truc tout seul. Moi, ce problème-là, donc d'autres autre problème que ça a des incidences normalement au niveau de la Sonacos et j'en passe. Parce que la Sonacos, s'il n'y a pas d'arachide, il ne peut pas travailler. Je veux dire, c'est une logique normale. Au niveau des autres incidences au niveau social, que ça soit donc au niveau de la solidarité, moi je pense que la solidarité, il y en a, dans la mesure où le nombre de familles qui sont très pauvres aujourd'hui, le nombre de familles qui sont très pauvres, qui ont été très pauvres dans 15-20 ans, c'est pas pareil. On a, donc vous avez dit que les choses sont dures partout. Mais si c'est dur pour ceux qui sont en ville, je me demande ceux qui sont au niveau rural, comment ça doit être. Donc le fait de soutenir ces familles, même si c'est 10 francs, je pense que c'est déjà quelque chose. C'est pas suffisant, ce n'est jamais suffisant, mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Personnellement, je pense que c'est une avancée. Parce qu'aujourd'hui, l'économie, c'est que l'économie du monde, les tendances de 2020 de l'économie du monde, on n'est plus dans le libéralisme pur et dur. Le libéralisme tend vers le social aujourd'hui.
Le livre tend vers le social. C'est pourquoi les perspectives 2020, il y aura de grands problèmes sociaux qui vont se poser, pas seulement au Sénégal, mais dans le monde entier. Parce que on va aujourd'hui, comme si on reculait, avec la perestroïka, on a tué complètement donc, le communisme, le socialisme. Mais dans les tendances à venir, c'est comme si c'est le socialisme qui revient. Parce que quand vous voyez les grands mouvements sociaux, des grands mouvements de trucs, les gilets jaunes, de trucs, c'est comme si c'est la révolte du prolétariat qui revient maintenant sur le libéralisme. Et ça va s'étendre, ça s'étend partout. Ça s'étend au niveau des États-Unis, ça s'étend au niveau de l'Europe, ça s'étend au Proche-Orient, partout. Et donc, on a cette tendance de revoir les problèmes sociaux maintenant qui sont mis en avant. Et ces problèmes sociaux-là vont avoir beaucoup d'impact sur 2020. 2020, on aura beaucoup de révoltes sociaux, que ce soit sur le secteur financier, surtout sur le secteur financier, ou sur la différence entre les riches et les pauvres. Mais au Sénégal, le problème fondamental par rapport aux paysans, c'est que les subventions que l'État fait n'arrivent pas directement aux paysans. Il y a des intermédiaires qui capturent l'argent des paysans. C'est pourquoi les paysans, eux, ne sont pas obligés de respecter ce que l'État demande par rapport à l'écoulement de marchandises. Bon, je disais que j'ai lu comme tout le monde. J'ai entendu cette histoire d'un député sénégalais qui relatait ce phénomène. Mais toujours est-il que l'argent est sorti des caisses de l'État. Maintenant, il s'agit d'une anomalie. Est-ce qu'il faut valider une anomalie au détriment des paysans? Ça, pour moi, ça, c'est pas normal. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que l'État surveille et que l'argent public aille aux véritables destinataires. Hein? Mais ce qui se passe, c'est pas normal. Il faut enlever ces intermédiaires qui captent... Il y a aussi la grogne des enseignants aussi. Et la grogne des enseignants également. Mais bon, de toute façon, c'est vrai que le Front social, on peut réchauffer ces temps-ci, mais c'est toujours lié au fait de l'augmentation du coût de la vie aussi. On a beaucoup parlé des loyers. Dakar est très cher. S'y ajoute l'électricité qui n'aide pas aussi. Donc il y a tous ces facteurs-là qui font que le Front social... Oui, mais parce que les populations ont l'impression que les difficultés ne sont pas partagées. C'est celles qui sont au bas de l'échelle qui supportent le plus les difficultés, alors que ceux qui sont d'en haut en profitent. Oui. C'est l'impression que ça donne aux populations. Oui, c'est tout à fait normal parce que, comme je dis, la perception est plus importante que la réalité. C'est ce qu'on perçoit. De nos gouvernants. D'où l'importance aussi dans notre pays que la gouvernance soit réellement une réalité. C'est-à-dire que la notion de redevabilité est très très importante. Que toutes les personnes qui gèrent l'argent public puissent se rendre compte de façon transparente. Comme dans tous les... Je le disais là récemment, si on voit les 10 pays africains les plus performants, c'est-à-dire Afrique du Sud, Rwanda, c'est les pays anglophones. Voilà, et puis le pays maghrébin. C'est les 10 économies les plus performantes. Bon. Sur la gouvernance, je veux dire. Sur la gouvernance également, et entre guillemets également sur l'histoire de la monnaie. Tous, ils battent monnaie. Donc ça veut dire, bon, juste une parenthèse. Et dans tous ces pays, quand même, on voit qu'ils ont un modèle de gouvernance, mais très convaincant, un modèle de gouvernance pertinent. Certaines choses qui se passent au Sénégal sont inimaginables au Rwanda. Parce que la question de la justice est réglée dans ce pays. Inimaginables au Cap Vert à côté. Et c'est ce qui fait ce qui donne du crédit au gouvernement. Mais lorsque la parole de l'homme politique n'est plus crédible, ça pose problème dans un pays. Ça pose problème parce que le peuple a l'impression d'être dirigé, d'être roulé dans la farine, etc. Et c'est ça. Ça, c'est dangereux. Voilà. On a un problème de crédibilité de la parole politique. Et ça, il faut rétablir ça. Pour le faire, mettons en place, respectons. On a des outils. Ce qu'on a comme outils en termes de bonne gouvernance, je pense qu'on est largement outillé au Sénégal. On a l'OFNAC, on a... Tout ce qu'il faut. Tantôt, vous posiez le débat concernant les valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, ces pays, sur le plan des valeurs, peut-être qu'ils n'ont pas plus de valeurs que les Sénégalais, mais qui respectent beaucoup plus
la redevabilité, les valeurs et le respect de l'argent public au Sénégal. Oui, Ici au Sénégal, dès que vous touchez à la caisse, vous pouvez aller vous réfugier quelque part et qu'on vous protège. Oui, mais parce qu'ici, l'argent public, c'est un gâteau national. C'est ça qui est pas À la limite, la personne, le responsable qui a réussi à prendre une part de ce gâteau-là, mais c'est un héros dans son communauté d'origine parce qu'enfin, il a pu mettre la main sur ce gâteau et à la limite, c'est eux-mêmes qui te félicitent. Hein, que tout le monde, quand on est nommé quelque part au Sénégal, c'est la fête, tout le monde est content, félicitations, etc. Tout ça pour avoir notre cadeau. Il faut accepter que nous avons une conception complètement dévoyée de tout ce qui est bien public. Ça n'appartient à personne. Hein? Au lieu de dire ça appartient à tout le monde, au Sénégal, on dit ça n'appartient à personne. Oui. Donc, du coup, prendre, de se servir de l'argent public n'est pas inacceptable. Ça devient normal. Ça devient normal. C'est ça notre problème. Je pense que sur ce côté, c'est très grave ce qui se passe. Parce que notre problème, comme le problème en général des pays africains, on est dans le problème de gouvernance. On a parlé donc de l'OFNAC. L'OFNAC qui dit, OK, il tire la sonnette d'alarme. Sur 100 personnes qui devaient faire des déclarations donc, de patrimoine, ça veut dire qu'ils géraient plus du milliard, il n'y a que 60%, donc il y a 40% qui n'ont pas fait de déclaration. Moutuche cousu. Aucune réaction. Bien. La même présidente dit que j'ai envoyé 19 rapports donc, au procureur. Parce que ça se passe comme ça au niveau donc, des déclarations, donc, des rapports de l'OFNAC ou comme de la CENTIF. Ça se passe comme ça va au niveau du procureur dans le blanchiment. Aucune réaction aussi. Aucune réaction. Je parle quand il parle de députés qui dit que voilà, il y a des intermédiaires, de trucs, aucune réaction. Quand les mêmes députés disent qu'il y a quelqu'un qu'on a donné 8 milliards donc, de marché qui n'a rien réalisé, qu'on voulait ouvrir un truc, donc déposer un truc pour faire, pour organiser, pour faire une commission d'enquête, pas de truc. Il y a des problèmes qui se posent, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je regarde, moi qui vis à l'étranger, je regarde par exemple la caisse politique. La caisse politique donc, du président. Même le président Macron n'a pas cette caisse politique. La caisse politique, le montant des fonds politiques dépasse de loin, même ce que la France a comme. Et puis pourtant, la France, vous voyez ce qu'il gère à travers le monde, même ne l'a pas. Quand je regarde le problème des retraites des anciens présidents, les anciens présidents sénégalais, parce que Macky Sall, le premier décret qu'il a fait, décret, ça ne peut pas passer par l'Assemblée nationale, c'est le décret présidentiel. Il a doublé, donc par, je ne sais pas, 2 fois ou je ne sais pas quoi, donc le salaire donc, des anciens présidents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu regardes un gars comme Abdoulaye Wade, comme Abdou Diouf, ils gagnent plus que, avec les avantages qu'ils ont, plus que Sarkozy, plus que Hollande. Ça, ce n'est pas normal pour nos pays. Il y a un problème de gouvernance qu'il faut qu'on gère. Il y a un problème, donc, comme je disais tout à l'heure, d'indiscipline qui va dans tous les sens. Et c'est que quand on est indiscipliné dans la gestion, on ne peut pas avoir de résultats. Parce que si vous faites 1000, vous allez tout gaspiller. Notre problème, il est dans ça, dans cette gouvernance. La redevabilité dont il parle, c'est bien la redevabilité, mais il faut que ça soit effectif, cette redevabilité. Notre problème, ce n'est pas le travail, parce que moi, j'ai fait presque le tour du monde, je vois des Sénégalais dans toutes les institutions internationales, des gens qui sont éminents, qui sont très intelligents, des gens qui peuvent régler tout le problème du Sénégal, mais parfois qui ne sont pas là, parfois qui sont à l'extérieur pour des raisons diverses. Mais le problème, c'est qu'on a les compétences, on a les connaissances pour le faire. On a une petite minorité, toute petite minorité de politiciens qui veulent tenir le terrain en haleine. Ça n'arrête pas longtemps. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'économie de la connaissance. Quand vous avez dans une économie de la connaissance des gens qui sont bien formés, qui sont plus formés et plus informés que les politiciens. Parce que quand on est dans la politique, quand on a les yeux rivés sur son quotidien, tandis que l'autre, il a la connaissance horizontale, l'information, il est informé sur tout. Il est plus informé que le gars même qui parle donc de ce sujet. Le problème qui se pose, c'est que vous devez faire attention à tout. On ne gère plus des gens qui sont informés comme on gérait en 1970 ou autre, des gens qui ne comprennent rien dans ce que vous leur expliquez ce qui se passe. Là, c'est que quand vous expliquez, ils comprennent mieux que vous qui expliquez ce que vous expliquez. Et c'est ça qui fait que ça devient dangereux.
Le problème maintenant qui se pose donc à notre niveau, c'est de savoir, quand vous parlez des valeurs, quand vous parlez, tout ça rejoint la gouvernance. La gouvernance, ce sont des valeurs, ce sont des attitudes, c'est tout ça. Parce que si on ne gère pas notre problème de gouvernance, si quelqu'un se dit « je pique la caisse, je m'en fous, je vais prendre la carte politique pour me couvrir », non. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Toutes les personnes qui ont pris l'argent public, ils sont sous couvert d'un parti politique ou donc de couvert de quelque chose. Vous, Alassane, si vous piquez la caisse, vous allez directement en casse-prison. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et quand on vous envoie à casse-prison, vous ne restez à Rebeuss, vous n'allez pas au Cap-Manuel. Ouais, je veux dire, vous n'avez pas des prisons où on vous aménage quelque chose. Le problème qui se pose, c'est que ou bien vous n'aurez pas donc des grâces totales, comme on fait, grâce totale, la grâce partielle, grâce totale. Vous n'aurez pas ça. Oui, je veux dire, il y a des problèmes qui se posent que quand aujourd'hui dans ce pays, j'ai l'impression, moi, donc avec le recul, j'ai l'impression que si vous voulez faire ce que vous voulez, prenez une carte politique, parlez trop fort, faites de la politique, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça nous permet de faire des bilans politiques du pays. En 2019, on a vu des réconciliations spectaculaires entre Macky Sall et Abdoulaye Wade Mazel Koudjinan. Beaucoup ont pensé que ça va apaiser le climat politique. C'est vrai qu'il est apaisé. Mais les Sénégalais demandent toujours où sont les dividendes de cette réconciliation-là. On parle de dialogue national, de dialogue politique. Mais les politiciens continuent toujours à prendre le pays en otage. Oui. Pour leurs propres intérêts. Alassane, s'il y a quelque chose que je ne comprends vraiment pas du tout, c'est le logiciel des politiciens. Je ne me déclarerai jamais spécialiste de ce logiciel-là, parce que je ne comprends pas comment il fonctionne. Mais ce qui est important pour moi dans le pays, c'est qu'on ait des consensus forts. Ce qui est important, c'est le Sénégal. Comment développer ce pays, c'est ça qui est important. Il y a un écrivain anglais qui s'appelle encore George Orwell, qui disait qu'à 50 ans, chacun a le visage qu'il mérite. Aujourd'hui, le Sénégal a 59 ans. 59 ans. Bientôt 60. Bientôt 60. Le visage du Sénégal, c'est 165e économie mondiale, sur 180 et quelques dans le monde. L'IDH, l'indice de développement humain, 164, qui est mondial. Plus de 30% de la population pauvre. Et quand je dis pauvre, c'est pauvreté aiguë. Alors, mais ce visage n'est pas... Du visage réel. N'est pas un visage... Oui, n'est pas... Il est moche. Il est moche, je dis pas... Et malgré ça, et compte tenu des urgences que nous avons, 16 millions et quelques, bientôt 17 millions. Moi, j'étais surpris d'apprendre ça. Donc, les problèmes vont se multiplier. Et on est là à parler de petites politiques. Moi, ce n'est pas ma spécialité. Plus de 300 partis politiques. Plus de 300 partis politiques. Je refuse de rentrer dans ce débat. Si on a des leaders, des gens qui ont envie vraiment de faire bouger ce pays en 10 ans, comme au Rwanda, et Botswana, etc., on a les moyens de le faire. On a toutes les ressources qu'il faut. Maintenant, ce qui reste, c'est un leadership très fort, c'est d'arrêter une excessive politisation de ce pays. Tout est politique. Même les domaines les plus techniques sont politiques. Mais dans ces conditions-là, on ne peut rien faire parce que 12 mois au Sénégal, tu ne retiens que politique, politique, politique. Mais on vient aussi de lancer le dialogue national On vient aussi. en disant aussi que c'est comme si on reprenait ce qui a été fait avant. Oui. On a l'impression du surplace, de tourner autour du pot. Moi, franchement, le dialogue national, bon, je suis, si on le fait avec sincérité, si vraiment c'est pour en sortir quelque chose de bien, de positif pour le développement de ce pays, oui. Mais si pour des intérêts politiques, franchement, ça ne m'intéresse pas. C'est des intérêts politiques. Et ça ne m'intéresse pas si c'est des intérêts politiques. Ce qui se passe là est très grave. Ouais. Vous voyez, donc ce qui se passe est très grave. Donc vous avez des acteurs politiques qui veulent mettre le feu, entre guillemets. Je mets le feu entre guillemets parce que dans ce feu-là, ils veulent vivre avec l'argent public. Donc vous avez quelqu'un qui va prendre des bandes de copains qui dit « bon, je veux créer mon parti. Maintenant, je veux des subventions. » Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est futé, qui sait comment ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais créer mon truc du coin, du quartier, parti politique. Maintenant, il faut qu'on me verse des subsides de l'État. Ça, c'est dingue. Et ce dialogue politique-là, l'objectif, c'est quoi? Quelle est la visée de cet objectif? C'est de calmer les choses, entre guillemets. L'objectif, c'était
de réduire, de repousser les élections donc, au niveau des 566 communes territoriales. L'objectif, c'était ça. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont à l'Assemblée nationale pour voter que les gars, au lieu du 1er janvier, leur truc s'arrête au 31 décembre. On va le repousser jusqu'en 2022. Okay? Et ce ne sont pas le peuple qui les a élus. Ce n'est pas le peuple qui les a élus, mais c'est les députés qui vont le voter. Ça va rejoindre les trucs de Wade, ce qu'il avait fait, de prolonger le truc des députés. Oui, je veux dire, avant. Mais là, on prolonge le truc des maires jusqu'en 2022. Oui, vous voyez le superfuge. Donc ce n'est pas le peuple qui va donc augmenter les trucs, mais ce sont les députés qui vont le voter. Donc ça, c'est d'un. Ces députés vont le voter jusqu'en 2022. OK? Je suis certain que les députés, eux, 2022, leur truc fini, eux aussi, ils vont, du fait qu'ils ont voté pour les maires, ils vont peut-être voter pour eux. Ils vont faire comme Wade. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens ne voient pas le superfuge qu'il y a. Parce que le problème qui se pose, c'est que vous avez une classe politique, entre guillemets, qui sont là à pouvoir capter les ressources de notre pays, nous empêcher de tourner en rond. Et le problème, moi, ma vision dans les tours de passe-passe qui se font dans le dialogue politique, ça se résume à deux choses. On a le consensus, les 567 maires là, on les prolonge leur truc jusqu'à 2022, tout le monde est calme. Mais c'est pas fini. 2022, on verra. Les gars aussi voudront qu'on leur mette aussi 2 ans jusqu'en 2024. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le problème, il est là. Ils font leurs affaires sur notre dos et l'argent public. Ça, donc, le problème de dialogue politique, moi je le vois comme ça. Je ne vois pas l'issue de ce dialogue politique. Là, déjà, ils l'ont déjà, parce que le truc, c'était le 1er janvier, c'était 31 décembre, là, que ils doivent le faire. Oui, mais est-ce qu'au fond, si les hommes politiques sénégalais peuvent se comporter comme ils veulent, est-ce que c'est les Sénégalais qui sont le problème, le vrai problème? Parce que eux qui leur permettent de faire ce qu'ils veulent. Oui, bon, on peut avoir cette lecture, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qui sont les Sénégalais aussi. Parce que j'ai l'habitude de dire que les hommes politiques sénégalais, ce ne sont ni des Kosovars, ni des Maliens, ni des Zambiens. C'est des Sénégalais qui sortent de nos maisons, c'est nos frères, nos sœurs. Exactement. Est-ce que ce n'est pas justement le Sénégal lui-même qui se fait tromper et qui accepte de se faire tromper par l'homme politique? Oui, bon, de façon générale, moi, je me dis, je le dis tout le temps, que plus on a l'habitude, oui, nous sommes un pays, on est solidaire, collectif, etc. Nous sommes des individualistes au Sénégal. C'est ça la réalité. Nous sommes devenus vachement individualistes. Les gens, dès que le problème est réglé, mais le reste, c'est pour les autres. Et ça, c'est dans toutes les sphères, que ce soit en économie. Est-ce que c'est cela qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à avoir une cause commune, une cause collective? Mais exactement. Je te parlais tout à l'heure de la micro-communauté. Aujourd'hui, les gens raisonnent en groupe. Il y a des groupes de pression liés à différentes identités. Ce qui fait que toutes ces identités-là se confondent, sont en compétition pour avoir accès à des ressources. Et dès lors que je suis de telle obédience, etc., ce groupe-là a réglé son problème, le reste, ça ne l'intéresse pas. Et à chaque fois, à chaque les groupes se suivent et se ressemblent. Et le Sénégal dans tout ça? Le Sénégal, dans beaucoup de domaines, je pense que c'est du virtuel. Hein. On aime bien chanter, mais la fibre sénégalaise vibre très peu. Vibre peut-être par rapport à Thiebou Dione, je le disais lorsque la Diouf mettait des buts, et maintenant c'est Mané, quoi. Il y a des rares moments où on sent que la fibre vibre au sein de ces peuples. Ce qui fait que les politiciens, en tant que Sénégalais, le sachant, ils ont une liberté à tout faire dès lors qu'ils gèrent. Ils n'ont pas besoin de gérer des individus. Ils gèrent des groupes. Ils gèrent des groupes et une fois que ces groupes sont gérés, ils savent que on peut dérouler tranquille, il n'y aura pas de souci. Je pense que dans ce dialogue-là, ils ont oublié la société civile. Et c'est le cheval de Troie qui va tout torpiller. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire une politique. Vous ne pouvez pas faire une politique stabilité d'un pays, une politique réussie, une politique de développement. Cette politique de développement se fera avec 3 entités. Le politique, l'entreprise
et la société civile. C'est nous, notre démarche d'intelligence économique et développement est basée sur ça. Si vous manquez, donc, le politique, c'est eux qui vont faire les lois, qui vont légiférer, qui vont défendre les entreprises. Ils défendent les entreprises, ils préparent l'environnement, l'entreprise vient, il prospère. Il prospère, il emploie, il crée de l'emploi et de l'investissement. La société civile développe son patriotisme, le patriotisme civique. Donc sans patriotisme civique, lorsque vous avez des jeunes qui font la grève, ils cassent les feux rouges. Parce que les feux rouges, ils ne comprennent pas que c'est un bien public. Mais c'est en ce patriotisme civique, ils doivent comprendre que le bien, il est collectif. Quand on va faire la grève, il y a des choses qu'on le casse, c'est pour tout le pays, c'est pas pour le que ça n'appartient pas. Mais cette sensibilisation doit être comprise par tous. Et qu'à partir de là, on rejoint le même problème de base qui est ce problème de gouvernance. Et ce problème de gouvernance fait que toi, tu peux voler comme tu veux parce que tu as la carte politique. Lui, il peut ne pas faire de déclaration de patrimoine parce qu'il est dans une couleur politique. Moi, je peux casser ce que je veux, faire pipi comme ce que je vois sur le truc, le gars qui passe, le taxi qui passe sur le pont, le gars qui fait pipi dans la rue. Il y a ces choses, parfois tu es à terre. Je vois par exemple nos compatriotes. Je vois nos compatriotes. J'étais atterré de voir nos compatriotes sénégalais quand je les vois en France. Est-ce que vous pensez qu'un commerçant, il ose aller devant le palais, mettre son truc, ses babioles à le vendre? Vous ne verrez pas un Français. J'ai vu plus de 3 décennies. Donc, je n'ai jamais vu un Français mettre ses babioles sur la tour Eiffel en bas pour le vendre. Vous ne voyez pas d'Ivoiriens, ni de Maliens, ni de Congolais. Il n'y a que des Sénégalais qu'on voit. C'est dommage. Toutes les personnes qui vont voir les babioles là-bas sur la tour Eiffel, ce sont des Sénégalais. Quand vous allez là, j'ai vu une image du Brésil que j'étais envoyé, je pense, les mêmes choses que j'ai vues en Italie. C'est dégradant. L'image du Sénégal est en train vraiment de se dégrader. Il y a ces choses, donc l'indiscipline nous envoie tous, nos problèmes de gouvernance, pareil, et je pense que ça, c'est très délicat. Voilà. Le temps qui nous est imparti est terminé. Merci à tout le monde. Merci à Mass Mboup, à la réalisation, Babacar Ndiaye, cadreur, à Iba Marsen, preneur de son, Nyankou Samba, lumière, Cheikh Gaye, cadreur, Daro Ndiaye, maquilleuse, Abdoulaye Silla, photographe, et Djieba du site emedia.sn. Merci à Amad Soumaré, de l'intelligence économique. Merci aussi à Baye Ibrahim Diagne d'avoir accepté une invitation pour cette dernière émission de cette année 2019. Je vous souhaite à tous, à toutes, une excellente année 2020, que 2020 soit une année de baisse des coûts, une année de circulation de l'argent dans ce pays, une année de prospérité pour tous les Sénégalais et que le gouvernement travaille. Merci, au revoir.